Et ben voilà, nous sommes un samedi soir. Comme d'habitude, il fait super beau. Le soleil se couche, la mer est calme. Il n'y a pas de vent, il fait très bon, c'est très beau. Voilà. Donc nous sommes le 23 juillet. Il est 19h. Et ben je suis tout seul puisque tout le monde est parti. Et demain, Jean Romain arrive avec Sarah et ses enfants pour passer 8 jours. Donc, qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. Ce soir, je regarderai le Paris Saint-Germain. Et en attendant, j'ai préparé une nouvelle biographie d'un de ces personnages que je croise sur mon chemin. Aujourd'hui, par rapport à hier, je donnais dans la pierre avec l'ami Vauban qui a construit des ports, des citadelles, qui a protégé la France, qui a été un homme dévoué à Louis XIV. Et ben là, je me tourne vers la mer, dans une ville que j'ai souvent fréquentée, pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à y aller. Il s'agit de Saint-Malo, qui est pas loin d'ici, et avec ce fameux corsaire qu'on appelle Robert Surcouf. Donc, on va faire un petit voyage avec ce navigateur exceptionnel, ce marin exceptionnel, qui a laissé son nom à la tête de la marine française. Donc ce marin, cette figure de Robert Surcouf, est effectivement au fronton de la marine française. Et évidemment, dès qu'on parle de Robert Surcouf, immédiatement, on se retrouve à Saint-Malo, pays des grands voiliers, du port redouté des Anglais, et d'où partaient tous ces navires qui écumaient les mers, tant sur l'océan Atlantique jusqu'à travers le Pacifique vers les Indes. Il est né en 1773, notre ami Surcouf, et il mourra en 1827. Donc il aura connu la Révolution française, il aura connu Bonaparte, il aura connu Napoléon. Voilà la période où ça s'est suscité, c'est la période révolutionnaire. Alors, donc, avant que la Révolution arrive, donc c'est la fin du règne de Louis XVI, il va connaître, donc, comme je vous disais, la Révolution française, le Directoire, le Consulat, l'Empire de Napoléon, puis la Restauration, période à laquelle il va décéder. Alors, il y a une fausse image de Surcouf. On l'a souvent présenté comme un pirate. Et c'est inexact. Surcouf était un corsaire. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le pirate écume les mers, agit pour son compte personnel.
et il attaque des navires d'une manière illégale. Alors que le corsaire lui reçoit des directives de son gouvernement qui lui donne l'autorisation de capturer des bâtiments appartenant à des nations qui sont hostiles à l'État ou à l'Empire français. Et la différence, c'est que le corsaire, lorsqu'il prend un navire, coule un navire, enfin, monte à bord et se l'octroie, une partie des prises des cargaisons, donc revient à l'armateur du dit bateau, au capitaine, à son équipage, à l'inverse, où le pirate garde tout pour lui d'une manière illégale. Alors, Surcouf va devenir un des plus redoutables adversaires de la marine marchande britannique qui avait la main mise sur le trafic maritime à travers le monde. Alors, on retient son nom d'une part par ses qualités d'homme de combat, d'aborder les navires adverses, mais également où il surprend, on remarque à travers le monde ses qualités de marin exceptionnelles. Qu'a une grande capacité, c'est qu'il analyse très vite une situation et découvre que la meilleure des armes à bord d'un bateau, c'est pas tellement la grosseur du bateau, mais c'est sa vitesse d'exécution sur les mers et une connaissance profonde de la mer. Donc il naît le 12 décembre 1776 à Saint-Malo, donc en Bretagne, bien évidemment. Et à cette époque-là, Saint-Malo est sur l'ouest de la France, un des grands ports français qui est tourné vers le commerce maritime en face de ces grandes nations maritimes qui sont l'Angleterre et la Hollande en face chez eux. Alors la ville possède une tradition de navigateurs, de cité avec un port protégé, entouré de ses remparts et qui a une porte ouverte donc sur la Manche. Donc depuis moult générations, les Malouins naviguent vers Terre-Neuve en priorité pour la pêche de la morue, où ils partent deux fois par tranche de 6 mois à la pêche de la morue. Ils vont vers les Antilles et également certains parcourent l'océan Indien vers l'Orient pour ramener des épices. Alors, la famille Surcouf, donc, appartient à ce monde maritime de Saint-Malo. Et beaucoup des membres de cette dynastie de navigateurs ont navigué en partant sur des navires, en partant de Saint-Malo. Donc, le jeune Robert Surcouf est élevé dans une atmosphère de marin où l'on parle constamment
de la navigation, des bateaux, des tempêtes, les histoires maritimes, les cargaisons, les voyages lointains. Enfin bon, c'est une famille de légendes. On se raconte des histoires sur cette vie, cette famille qui est constamment en action à travers le monde. Or, Robert Surcouf n'est pas spécialement attiré par les études. Il a un caractère énergique, viril, indépendant, et très jeune, comme les membres de sa famille, il rêve de prendre la mer. À 13 ans, il embarque comme mousse à bord d'un bateau. Alors, pour un adolescent au XVIIIe siècle, devenir un mousse signifie entrer dans un monde difficile, rude. La vie à bord en tant que mousse n'a rien à voir d'un voyage romantique, comme on pourrait l'imaginer faire une croisière de nos jours. Alors les hommes dorment dans des endroits étroits, c'est humide en permanence, la nourriture se conserve mal, il y a peu d'eau douce, l'eau devient rapidement mauvaise, et d'embarquer à bord et de faire des voyages à bord des bateaux, et on risque d'attraper des maladies qui sont nombreuses. Alors en plus du lieu où ils vivent, c'est rude, et ils affrontent les tempêtes, et à l'époque on n'a pas les moyens météorologiques qu'on a actuels, on les subit, on part sans trop savoir ce qui va se passer. Donc, ce jeune de 13 ans, ce jeune mousse, apprend son métier dans ces conditions extrêmement rudes. Et on s'aperçoit, d'abord, qu'il prend du plaisir, et il progresse, il apprend extrêmement vite. Il apprend notamment à reconnaître les vents, à lire les courants, à manœuvrer les voiles, et également, avec son autorité, de diriger les hommes, les équipages. Alors à l'époque, il n'y a pas l'électronique qu'il y a maintenant, donc il faut déjà, sur les cartes plus ou moins exactes de l'époque, il faut savoir se repérer par rapport aux astres, il faut déterminer sa position avec le soleil, les étoiles, avec les sextants. C'est quelque chose de très précis, avec les cartes maritimes, donc qui permet de calculer sa route en tenant compte à la fois des vents et des courants. Il se fait une spécialité, il part très souvent dans l'océan Indien et on remarque sa connaissance de cet océan. Alors il découvre l'île Maurice, qu'on appelait à l'époque l'île de France, et qui constitue alors une importante base française à l'entrée de cet océan. C'est une route donc, et cette île Maurice devient donc un point extrêmement important reliant l'Europe, l'Inde, l'Extrême-Orient à notre pays. Alors,
Donc les 10 corsaires, l'île Maurice devient une base pour que nos corsaires, nos bateaux, mouillent et puissent être à même d'attaquer les bateaux britanniques qui écument l'océan Indien. Alors, très rapidement, après être mouche, il a été marin, il devient officier, puis très rapidement, il devient capitaine. Il est capitaine et il n'a pas encore 20 ans. Car très rapidement, il a été très brillant, acquis des connaissances dans la navigation et le maniement des bateaux. Alors, en 1789, il se passe quand même quelque chose, c'est la Révolution française. Et à cette époque-là, donc, il est encore mouche, il est encore matelot, et il a 15 ans. Et à l'issue de la Révolution française, avec la mise en place de la République, l'Angleterre devient progressivement l'une des principaux adversaires commerciaux sur les mers de la République. Alors, donc, sur Terre, on fait la guerre, bien évidemment, mais également, on affronte les Anglais sur les océans. Et effectivement, à cette époque-là, la puissance des navires de la flotte anglaise, la flotte commerciale anglaise, est extrêmement puissante. Et ils ont sur les océans, à travers le monde, des milliers de navires qui rapportent des produits qui viennent des colonies de l'Inde, le thé, le café, le coton et de nombreuses autres marchandises. Alors, la France, aussi, qui est quand même une grande nation, c'est pas n'importe quoi, elle possède une marine de guerre, bien évidemment, mais elle ne peut pas contrôler l'ensemble des routes maritimes à travers le monde. Alors, faute de pouvoir avoir une marine nationale assez importante pour rivaliser avec les Anglais, se monte ce qu'on appelait, des marines privées, à vrai dire, avec des particuliers, des armateurs privés qui décident d'investir dans des bateaux qu'on appelle la guerre des courses, des bateaux rapides. Et l'État français, faute de financer le tout, délivre au capitaine de ces bateaux, de ces corsaires, une autorisation appelée une lettre de marque, c'est-à-dire qu'on les autorise à agresser les marines étrangères à travers les océans. Donc les capitaines et les armateurs de ces bateaux peuvent attaquer donc les navires marchands ennemis, autrement dit, pour nous, c'est l'Angleterre et la Hollande. Alors,
lorsqu'un bâtiment est capturé, il doit être ramené dans un port où un tribunal va vérifier la légalité, le contenu de la prise. Alors, une fois qu'on a fait cet inventaire, le navire et sa cargaison peuvent être vendus. Alors, bien évidemment, ceux qui ont pratiqué la capture de ces bâtiments, cette activité peut leur rapporter des fortunes considérables en fonction de ce qu'il y avait dans le navire. Mais il était également de parcourir les mers pour agresser d'autres navires, c'est également extrêmement dangereux, car on peut être soi-même détruit. Alors, dans ce monde de la guerre des courses, donc, notre ami Surcouf, donc, va acquérir une grande célébrité, car il va être très brillant. En 1795, Surcouf commande un petit bâtiment qui se trouve dans l'océan Indien. Et c'est là qu'il découvre et qu'il confirme sa technique, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir un navire profondément armé et un navire très puissant, mais son arme à lui, c'est la vitesse. Donc, Surcouf préfère donc un bâtiment relativement léger, capable de poursuivre les navires marchands qui sont lourds et pas très réactifs, et surtout d'échapper aux grands bâtiments par sa vitesse, aux grands bâtiments de guerre britanniques. Donc, c'est un petit filou, c'est-à-dire les autres sont lourds, puissants, et lui, il est léger, il va vite, il navigue très, très rapidement, et en plus, ils ont un capitaine Surcouf qui a une très, très grande connaissance des vents et des courants. Et également, lié à la vitesse, Surcouf est un filou, donc comme je disais, il a une capacité à surprendre les autres navires qui sont plus puissants, plus lourds, plus lents. Alors, dès qu'il voit un navire qui se présente, lui, son objectif, c'est de se rapprocher le plus rapidement possible et de manière à s'approcher au plus près du navire pour effectuer l'abordage. Donc, qu'est-ce qu'un abordage? Les deux navires s'approchent, les marins lancent des grappins sur le navire adverse et les deux bâtiments sont l'un contre l'autre et les marins donc vont d'un navire à l'autre de manière à en prendre la possession. Alors, effectivement, c'est une phase critique, car il peut y avoir ça peut être extrêmement violent avec les sabres, les épées, les pistolets, les fusils, etc. Alors, mais
Surcouf, sa théorie, il cherche au maximum à éviter de tuer des soldats, mais de jouer sur la vitesse d'exécution et sur la ruse. Alors, notre ami Surcouf, donc, un de ses premiers exploits, c'est produit en 1796. Et Surcouf a trouvé un armateur qui lui a confié un bateau qui s'appelle Émilie. Alors c'est un petit bâtiment relativement modeste, car rien de bien spectaculaire. Et sur sa route, qu'est-ce qu'il rencontre, notre ami Surcouf? Il rappelle un navire qui s'appelle le Triton, qui est un navire financé par la Compagnie des Indes. Or, ça paraît, c'est une situation qu'on voit la différence des deux navires. C'est pas très favorable aux Français. Bon, alors le bâtiment britannique est ventru, il est puissant, il possède davantage d'hommes et de canons. Enfin bon, tout ça, c'est pas très favorable. Alors, normalement, en face de ce navire, un capitaine aurait pris la fuite. Eh ben non, Surcouf, c'est le contraire, lui. Au lieu de prendre la fuite, il décide d'attaquer le gros mammouth, là. Alors, il sait très bien que s'il engage un combat avec les canons, il est ridicule, c'est suicidaire. Donc il s'approche le plus rapidement possible, au maximum, à l'abordage du bateau ennemi. La manœuvre a réussi. Les petits Français, les petits Malouins abordent le Triton anglais et très rapidement, avec un combat très vif, et les Malouins donc font l'annexion du navire anglais. Alors là, tout le monde en parle dans toutes les tavernes, aussi bien anglaises que françaises. On parle de Surcouf et de cette victoire considérable sur ce magnifique navire anglais. Et de ce jeune capitaine qui s'est emparé d'un navire de la couronne anglaise, un des plus puissants, des plus gros bateaux qui existaient. Alors, de l'autre côté, dans l'océan Indien, là c'est pareil. L'ami Surcouf est très... Son nom circule un peu dans toutes les tavernes et à bord de tous les bateaux. Alors, puis les Anglais commencent à retenir son nom et à le prendre au sérieux. Alors, notre ami Surcouf, subitement, il a un ennui inattendu avec l'administration française. Les courses en mer, donc la guerre de course, est soumise à des règles administratives précises.
On ne fait pas n'importe quoi. Or, à cette époque-là, certaines navigations donc, ont été faites dans des conditions juridiques contestées. Alors, les autorités françaises discutent de la validité de certaines décisions prises. Alors, Surcouf, ça le fatigue, il doit défendre ses droits. Et durant cette période, Surcouf prétend qu'un corsaire n'est pas simplement un aventurier parcourant les mers. Il appartient à un système économique et juridique. Et notamment que les prises qui sont réalisées par un corsaire doivent être déclarées, inventoriées, et que les tribunaux établissent à la fois l'inventaire de ce qui a été saisi et les circonstances, comment ça s'est produit. Et ensuite que les bénéfices soient répartis entre le bateau, l'armateur, les hommes d'équipage. Compte tenu de ces prises de position, des résultats qu'il obtient, sa réputation, la réputation de Surcouf, est extrêmement importante. Mais sa plus grande période de réussite est à venir. Alors, en 1798, presque à la fin du XVIIIe siècle, Surcouf reprend la mer à bord d'un bateau qui s'appelle le Clarisse. Et, comme d'habitude, comme souvent il a envie d'aller, il retourne dans l'océan Indien vers cette fameuse île qu'il avait découverte. Alors, il décide, comme toujours, sa stratégie vitesse, surprise, audace. De manière. Alors, durant cette période, avec son fameux Clarisse, comme d'habitude, il se retourne vers nos amis britanniques, qui constituent les premiers objectifs de la mise sur Surcouf. Alors, évidemment, les cargaisons des navires britanniques peuvent avoir des valeurs énormes. Un seul bâtiment en revenant d'Inde peut transporter des marchandises représentant plusieurs années de revenus pour un commerçant européen. Donc c'est une source de revenus énorme. Mais il faut que Surcouf reste vigilant. Il s'est rendu compte que les Britanniques, toutefois, n'étaient pas inactifs et disposaient notamment d'une marine de guerre extrêmement puissante. Et que les frégates de la Royal Navy sont à même de détruire
les navires de l'ami Surcouf. Donc, le dit corsaire, qui est toujours, et c'est toujours pour l'instant un corsaire, il doit être capable d'attaquer lorsqu'il est le plus fort, mais d'avoir la sagesse de prendre la fuite quand il considère que l'adversaire est plus fort, et c'est là qu'il utilise la notion de vitesse. Il prend vite la fuite. Ah. Donc c'est... il a cet esprit de faire une guérilla sur les mers. Il peut, il fait, il peut pas, il s'en va. Ah. Et puis un beau jour, notre ami Surcouf, il prend le commandement d'un navire qu'on lui confie, qui s'appelle La Confiance. C'est un très joli nom d'ailleurs. Je trouve qu'on prend la tête d'un bâtiment qui s'appelle La Confiance. Alors c'est pareil, un navire de course, il faut qu'il aille vite. Il n'est pas superbement armé, mais il est très rapide. Alors, et il retourne avec ce bateau dans l'océan Indien, dans lesquels il connaît parfaitement les routes maritimes utilisent les Anglais. Et puis il connaît bien, après sa longue expérience, les vents, les marées, autrement dit, il navigue parfaitement, et à bord de ces bateaux, il impose une discipline, une forte discipline. On ne plaisante pas avec l'ami Surcouf, car il doit commander dans ces espaces de chaque navire des dizaines d'hommes dans des espaces réduits et durant plusieurs mois. Et il doit inspirer donc à ses hommes d'équipage la confiance et l'autorité. Et Surcouf a toujours été vigilant à ce que, en cas de victoire, ces hommes, ces marins, recevront une part non négligeable aux gains qui ont été faits. Bien évidemment, ces perspectives, ce discours, les marins y sont sensibles, et l'approuvent. Alors on est arrivé en 1800, début du 19e siècle. Les Anglais mettent sur la mer un bateau qui attire l'attirance de tout le monde, qui s'appelle le Kent. Donc qui appartient, ce bateau, le Kent, appartient à un armateur, la Compagnie britannique des Indes orientales. C'est un navire, et de loin, bien plus important que le bateau de Surcouf, la Confiance. Alors il possède beaucoup plus de canons, il a un équipage bien plus nombreux, presque 2 fois plus gros que la Confiance. Alors, Surcouf se trouve une nouvelle fois en face d'un navire théoriquement bien supérieur au sien. Et, pour une fois, Surcouf décide d'attaquer le Kent.
il se rapproche en jouant sur la vitesse du Kent. Il sait qu'il faut qu'il l'aborde rapidement, mais qu'il évite d'utiliser ses canons, car les Britanniques seront bien supérieurs à sa capacité de feu qu'il a, et donc il leur donne très rapidement l'abordage. Donc il vient au rabord, les marins lancent les grappins, ils envahissent, ils passent à l'abordage, ils se précipitent sur le bateau du Kent, et c'est un combat on ne peut plus violent. Alors, à la tête de ce bateau, il y avait un amiral, un capitaine, qui s'appelait Ravington. Et durant l'abordage fait par les corsaires de notre ami Malouin, il est tué. Et donc, Surcouf prend le contrôle du Kent. Et là, à travers le monde maritime mondial, tout le monde parle du succès de Surcouf. Mais pour Surcouf, c'est une victoire militaire, mais également, bien évidemment, financière. Car la cargaison du Kent était extrêmement précieuse et cette prise contribue à la fortune et à la légende de Surcouf. Donc il s'avère que, en dehors d'être un grand combattant, enfin un grand capitaine de guerre, il a une profonde connaissance de la mer et qui a très vite, par rapport à d'autres capitaines, intégré l'importance de la vitesse pour un navire. Et il a toujours essayé d'éviter au maximum, lors de ses abordages, les vies humaines de ses marins. Et comme je le disais précédemment, il a cette capacité d'observer et de prendre très rapidement une décision. Lorsqu'il était sur le pont de ces navires, il avait une grande capacité à plusieurs kilomètres, avec ses lunettes, à déterminer si c'était un navire marchand, un navire militaire, s'il était chargé, s'il était lent, s'il était rapide, s'il était lent, bon. Donc de faire un état des lieux qui lui permettait ensuite de prendre une décision qui était efficace. Il sait donc, ce capitaine Surcouf, il est capable de décider, d'analyser une situation et de très rapidement de prendre une décision. Donc, vu tous les succès qu'il a employés sur les mers, Surcouf devient une personnalité connue. Alors Napoléon Bonaparte, qui a compris l'importance des corsaires dans la lutte contre le commerce britannique, il rencontre Surcouf,
et recueille des informations de la part du corsaire. Bon. Alors, c'est comme d'habitude, Napoléon commande à Surcouf, un navire dans la marine impériale. Bon, Surcouf n'est pas enchanté. Il aurait préféré conserver son indépendance. Donc, le voilà à la tête d'un navire appartenant à l'Empire français. Un officier britannique, là je suis en train de le lire, aurait déclaré « Vous, Français, vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Puissant, n'est-ce pas? Et ça le chatouille, l'ami. L'ami Surcouf, et voilà la réponse qu'il a fait. Chacun se bat pour ce qui lui manque. Alors là, ça le tue. Là. La réplique est magnifique et monstrueuse. Ah bon, c'est extraordinaire. Mais la véracité, la réalité de cette question est un peu incertaine. Alors, en 1807, Surcouf remonte sur un bateau, reprend personnellement la mer. Il commande un bateau qui s'appelle le Revenant. C'est moins bien que la Conquête. Enfin, navire spécialement conçu pour la course. Donc, ouais, il a bien choisi le nom car effectivement c'est le retour de Surcouf. Après plusieurs années d'absence, Surcouf revient dans l'océan Indien, comme d'habitude. Et les Britanniques, à leur grand regret, voient revenir sur la route des Indes Surcouf qui repointe son nez. Et alors, ils ne sont pas spécialement souriants à la venue, au retour de Surcouf. Et comme d'habitude, le Revenant, le fameux bateau, est rapide, puissamment armé, pour une fois. Alors, et il se fait un malin plaisir à mener une nouvelle campagne contre les navires de commerce britanniques. Alors, les prises s'accumulent et donc il prend énormément de bateaux. Mais la Royal Navy est toujours la reine des mers, bien les efforts que fait Surcouf. Et ils sont de plus en plus présents dans les océans. Et en 1805, donc c'est la bataille de Trafalgar, la France ne peut pas rivaliser avec les bateaux britanniques, la puissance maritime britannique à l'échelle mondiale. Donc, la France, elle dispose, elle de son côté, non pas une marine nationale, mais elle dispose de corsaires qui restent les moyens d'harceler les bateaux commerciaux britanniques.
Alors, Surcouf a pris de l'âge quand même. Et il comprend, il réalise qu'il n'est pas forcément nécessaire de naviguer, mais pour gagner de l'argent, et qu'on peut très bien devenir un armateur, c'est-à-dire de mettre ses bateaux sur l'océan et de faire l'acquisition des cargaisons de bateaux adverses et de partager dans et ça va être donc le choix qu'il fait de devenir armateur. C'est une évolution importante dans sa vie. Donc il finance un navire, il recrute les capitaines, il recrute les équipages et il organise des expéditions. Bien évidemment, il prend un risque, il investit, c'est-à-dire qu'il prend un risque financier, d'autant plus si le navire est capturé et coulé, il perd tout. Par contre, mais si le bâtiment réalise plusieurs prises importantes, les bénéfices sont extrêmement importants. Et compte tenu de ses qualités, connaissance de la mer, et c'est un bon navigateur, il utilise ainsi son expérience acquise comme capitaine pour développer ses affaires. Il participe au financement de la construction de nombreux navires, et sa fortune, compte tenu des succès qu'il a sur la mer, sa fortune devient considérable. Voilà la vie de cet homme extraordinaire qui a été un mousse à 13 ans, qui a connu la mer, qui a écumé les mers du monde et notamment l'océan Indien, avec des stratégies non pas de puissance, mais de vitesse et de ruse, qui a été reconnu par tout le monde. C'est un homme plein de charme et qui a marqué la vie des corsaires malouins avec Robert Surcouf. Et ben voilà encore une page de ma tendre jeunesse et certainement de la vôtre. Et n'oubliez pas, si vous trouvez des livres, des romans sur la vie de Surcouf, et s'il y a des films, il y a eu des films que j'ai vus étant enfant sur Surcouf, il m'aura apporté beaucoup de rêves. Voilà, bonne soirée à vous.